Le 24 octobre 2025, sous la chaleur écrasante de Tenko, un drapeau risquait de tomber, et avec lui tout un pays. Au milieu de la poussière et des visages marqués par des années de guerre, un premier ministre s'avance, non pas vers une tribune, mais vers la boue où se tiennent ses soldats. Si le Burkina Faso cède ici, qui relèvera encore une fois ses couleurs au Sahel, et que signifie, pour ceux qui regardent de loin, la détermination d'un homme comme Ibrahim Traoré quand il décide que cette terre ne tombera plus jamais sans se battre. Ce récit n'est pas un simple chapitre de Burkina Faso News perdu dans le flux de l'actualité. C'est la chronique d'un pays qui passe du statut de territoire perdu à celui de laboratoire d'une nouvelle souveraineté africaine. Dès le départ, la promesse est claire. Suivre pas à pas comment une nation épuisée tente de transformer des villages brûlés, des routes abandonnées et des marchés silencieux en un espace vivant, coordonné et revendiqué. Ce qui est en jeu dépasse le Burkina Faso. La question qui plane sur Tenko et Nakami est la même que celle murmurée à Washington ou à Paris. Que se passe-t-il quand une petite nation décide d'assurer seule sa sécurité, de reconstruire avec ses propres mains et de ne plus attendre d'ordre venus de l'extérieur? À travers les décisions d'Ibrahim Traoré et de son gouvernement, ce sont des décennies de dépendance et de modèles importés qui sont remis en cause sous les yeux d'un monde qui observe, inquiet ou admiratif. La première rupture s'est jouée loin des studios de télévision. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques ont frappé l'est du Burkina Faso, faisant plus de 150 morts et vidant des villages entiers. Pourtant, quelques mois plus tard, les chiffres officiels annoncent qu'environ 72% du territoire national est revenu sous contrôle de l'État. Derrière ces deux chiffres, une tragédie prolongée commence à se transformer en récit de reconquête. Dans la région de Nakami, autrefois appelée Sentoura Est, les routes n'étaient plus qu'un couloir de peur. Les agriculteurs abandonnaient leurs champs, les familles fuyaient de nuit, les enfants apprenaient à courir plutôt qu'à jouer. Tenko, avec sa base militaire, servait plus de bastion assiégé que de centre de coordination. L'État semblait lointain, enfermé dans les bureaux de Ouagadougou, tandis que les insurgés imposaient leurs règles. La venue du Premier ministre au camp du général Tioko, au milieu des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie, a marqué un tournant. Pas de parade, pas de décor solennel, seulement des uniformes tachés et des regards fatigués en promettant des véhicules, de meilleurs drones et une coordination renforcée entre armée régulière et VDP, il envoyait un message. Le pouvoir central acceptait enfin de partager la poussière et le danger. Pour beaucoup, cette scène sur un terrain battu par le soleil confirmait que la ligne de front se déplaçait. L'État ne se contentait plus de gérer une crise, il reprenait la main. Au cœur de cette bascule, la figure d'Ibrahim Traoré commençait déjà à cristalliser attente, critique et espoir. Au centre de ce nouveau récit se trouve un guide à la fois chef d'État et soldat, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'extérieur, il est souvent réduit à une étiquette de dirigeant militaire, rangé dans la grille d'analyse des coups d'État et des transitions instables. À l'intérieur des frontières, il est surtout perçu comme un homme qui choisit de se tenir sur la terre nue plutôt que derrière des murs de marbre. Sa philosophie est simple. Le Burkina Faso doit compter d'abord sur les mains burkinabées. Sous sa direction, l'État élargit le rôle des VDP, ces volontaires issus des villages eux-mêmes, formés pour défendre et reconstruire leur communauté. Dans des lieux comme Niki ou Nambi, l'impact concret se mesure à des gestes modestes. Un convoi militaire traversant enfin une route autrefois tenue par les insurgés. Un agriculteur qui revient semer sur une parcelle dégagée depuis quelques semaines. Un enseignant qui rouvre une salle de classe fermée depuis 2 ans. Ces scènes ne font pas tout rare.
Toujours la une de Burkina Faso News, mais elles traduisent une réalité nouvelle. Le leadership ne se joue plus seulement dans les capitales, il descend sur le terrain, à hauteur d'homme. Ibrahim Traoré devient ainsi, pour une partie de la population, moins un symbole lointain qu'un relais de leur propre détermination. La chronologie de la reconquête commence dans une atmosphère d'urgence. D'abord, l'est du Burkina Faso est traité comme une marge sacrifiable, une zone tampon entre chaos et contrôle. Les attaques se multiplient, les villages brûlent, les marchés se vident et des milliers de personnes se déplacent vers des camps de fortune. La guerre semble n'être qu'une succession de défaites silencieuses. Puis survient le temps de la réorganisation. Au camp de Tenko, la présence conjointe de soldats, de VDP et de représentants du gouvernement inaugure un nouveau mode de fonctionnement. Des cartes sont déployées, des villages sont priorisés, des axes sont sécurisés un par un. Les mêmes lieux qui n'étaient que des points vulnérables deviennent des maillons d'un plan plus large. Les drones, d'abord instruments de surveillance dispersés, s'intègrent peu à peu dans une doctrine où chaque survol prépare une avancée coordonnée. C'est ensuite la montée en puissance. De nuit, sous les ordres directs d'Ibrahim Traoré, une contre-offensive décisive est lancée à Nambi. Les VDP guident les unités régulières à travers les vallées et les villages. Un jeune commandant prononce à la radio une phrase simple: Nous luttons pour le droit au retour, qui se répand comme une traînée de poudre. À l'aube, plusieurs camps insurgés tombent, les drapeaux étrangers sont remplacés par le rouge, le vert et l'or du Burkina Faso. Pour la première fois depuis des années, l'ennemi recule, et la population le voit. Enfin vient la phase de résonance. Dans les rues, des foules sortent, chantent d'anciennes chansons révolutionnaires, brandissent des drapeaux. Les médias africains saluent un tournant au Sahel, tandis qu'à Paris ou à Washington, les experts débattent à voix basse d'un précédent jugé inquiétant. Un dirigeant qui défie les schémas traditionnels de dépendance tout en accumulant des gains sur le terrain. À la même période, les chiffres de 72% de territoires repris circulent dans les rapports et les journaux, confirmant que le récit n'est plus celui d'un effondrement, mais d'un retour en force. Ce fil d'événements est porté par une constante, la volonté déclarée d'Ibrahim Traoré de refuser la posture de spectateur. Pour ceux qui tapent Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Ibrahim Traoré Interview sur leurs écrans, cette séquence apparaît comme la mise en pratique d'un discours. Ne plus attendre que d'autres viennent sauver le pays, mais assumer le coût politique, humain et économique d'une reconquête menée de l'intérieur. Les chiffres dans cette histoire ne sont pas des ornements, mais des jalons. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques frappent la région orientale, faisant plus de 150 morts et accélérant l'exode de familles entières. Ce volume d'attaques concentre des années de violence en quelques mois, montrant à quel point le terrain n'avait été abandonné aux groupes armés. Quelques mois plus tard, les autorités annoncent qu'environ 72% du territoire national est revenu sous contrôle de l'État. Derrière ce pourcentage, on lit la réouverture de marchés, l'odeur du pain à nouveau cuit dans les boulangeries de petites villes et le bruit des enfants qui retournent en classe. La même donnée qui pourrait rester abstraite dans un rapport devient, sur le terrain, la mesure d'un espace où la vie quotidienne peut reprendre. Dans la logique d'Ibrahim Traoré, ces progrès s'appuient sur une transformation structurelle. L'expansion du corps des VDP, chiffrée par la formation de centaines de nouveaux volontaires, dont 300 mentionnés comme certifiés à la fois défenseurs et bâtisseurs, illustre un choix: investir dans la capacité locale plutôt que dépendre de forces extérieures. Chaque volontaire formé représente une main de plus pour tenir un fusil, mais aussi pour réparer une route, un puits ou une salle de classe. Sur le plan économique, l'année 2025 est marquée par l'ouverture de coopératives soutenues par l'État pour le coton et la noix de cajou,
employant des milliers de citoyens. Là encore, le chiffre dépasse la statistique. Ces emplois sont la tentative de rompre avec un modèle où le pays exporte des ressources brutes et importe des produits finis. Quand le président affirme que le Burkina Faso ne vendra plus son or pour acheter son pain, il résume cette ambition de souveraineté économique. Enfin, les données régionales signalent d'une évolution plus large. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, passe du statut de pacte fragile à celui de bloc fonctionnel, avec des patrouilles partagées et des projets d'infrastructures communs. Sans multiplier les pourcentages, cette dynamique montre que la stratégie initiée par Ibrahim Traoré, souvent d'analyser à travers Burkina Faso News, sert aussi de modèle à ses voisins. Les chiffres ne racontent pas tout, mais ils donnent une échelle à la recomposition en cours. Pour comprendre la portée du projet porté par Ibrahim Traoré, il faut d'abord entendre les arguments de ceux qui le critiquent. Dans plusieurs capitales occidentales, des analystes estiment que la concentration du pouvoir entre les mains d'un chef militaire comporte des risques évidents pour les libertés civiles. Il souligne les avertissements d'organisations internationales sur la surveillance, les droits humains et la tentation d'instrumentaliser la menace sécuritaire pour prolonger des régimes d'exception. À Paris ou à Washington, certains voient dans cette trajectoire euh, le signe d'un sentiment anti-occidental croissant, dangereux pour la stabilité régionale et pour les partenariats de sécurité. Un deuxième argument met en avant la fragilité économique. Refuser l'aide conditionnée des puissances extérieures signifie supporter des coûts importants, ralentissement de l'aide internationale, pression financière, menace de sanctions. Les critiques affirment qu'une économie comme celle du Burkina Faso, enclavée et marquée par des années de conflits, ne peut pas durablement financer à la fois la guerre, la reconstruction et l'ambition d'autonomie industrielle. Ces objections ne sont pas balayées dans le vide. Sur le terrain, le gouvernement doit effectivement jongler entre ressources limitées, fatigue des populations et attentes immenses. Pourtant, la réponse apportée par les partisans du modèle burkinabé s'appuie sur des faits visibles. Les observateurs internationaux qui se rendent à Nambi trouvent non pas un chaos généralisé, mais des points de contrôle tenus par des unités locales, des routes en réparation, des civils revenant sur leurs terres. Les critiques étrangères ne disparaissent pas, mais elle se heurte à une réalité concrète. Un pays qui, malgré ses imperfections, parvient à reprendre du terrain et à rouvrir des écoles sans dépendre entièrement de contrats ou de troupes externes. Pour ceux qui suivent ces évolutions de près, y compris via Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Ibrahim Traoré Interview, la question devient moins de savoir si ce modèle est parfait que de savoir si des alternatives crédibles ont réellement été offertes auparavant. Au milieu de cette trajectoire, un constat s'impose. La reconstruction devient une forme de résistance. Ce n'est plus uniquement la reconquête territoriale qui définit la victoire, mais la capacité à faire revenir la vie là où régnait le silence et la peur. Ibrahim Traoré insiste sur cette idée. Ce n'est pas le nombre de bases insurgées détruites qui compte, mais le nombre d'écoles rouvertes, de marchés à nouveau animés, de familles de placés qui rentrent chez elles. Dans des villes comme Niki ou des régions comme Nambi, les matins recommencent avec les cris des coqs et les rires lointains plutôt qu'avec les tirs. Les maisons sont réparées, les rues se remplissent de conversations et de bruits d'outils. Cette normalisation apparente ne signifie pas que le danger a disparu. Les insurgés se replient vers les frontières, les pressions économiques et diplomatiques demeurent. Mais à ce point du récit, une vérité apparaît clairement. La souveraineté que revendique le Burkina Faso
ne se limite pas à un drapeau planté sur une colline. Elle s'exprime dans la possibilité pour ses habitants de vivre une journée ordinaire sans demander la permission à quiconque. Les conséquences de cette stratégie se lisent d'abord dans la vie des citoyens ordinaires. Pour les familles rurales, le retour progressif de la sécurité permet de reprendre l'agriculture, même sur des terres marquées par les combats. Les champs autrefois envahis par les mauvaises herbes voient revenir des outils, des semences et des gestes hérités. La réouverture de puits et de routes raccourcit les distances vers les marchés, et chaque récolte retrouvée réduit la dépendance à l'aide alimentaire. Pour les jeunes, la transformation prend une autre forme. Les programmes qui combinent discipline militaire et formation technique les amènent à apprendre à la fois à se défendre et à reconstruire. Dans certains cas, des VP nouvellement certifiés deviennent des figures locales, protecteurs et artisans à la fois. Cette double compétence donne une profondeur particulière au projet. Il ne s'agit pas seulement de tenir une ligne de front, mais de préparer une génération capable de maintenir les infrastructures sans attendre constamment des équipes venues de l'extérieur. Pour l'appareil d'État, la bascule est tout aussi notable. À Ouagadougou, le gouvernement passe d'une gestion de survie à une stratégie assumée. Des administrateurs locaux sont redéployés dans des zones autrefois inaccessibles. Les écoles rouvrent sous protection armée. Les marchés reprennent vie. L'administration d'Ibrahim Traoré en sort renforcée, non pas uniquement par la communication, mais par une accumulation de preuves visibles. Un sentiment d'unité se développe au-delà des clivages ethniques et religieux, avec un discours insistant sur une Afrique souveraine construite par les Africains. À l'échelle régionale, l'impact se voit dans la montée en puissance de l'AES. Le modèle de défense locale et de reconstruction se diffuse au Mali, au Niger et au-delà. Des patrouilles partagées, une coopération en matière de renseignement et des projets d'infrastructures communs redéfinissent la manière dont ces pays conçoivent leur sécurité collective. Ce mouvement inquiète certaines anciennes puissances coloniales qui se voient progressivement écartées des décisions. Enfin, sur la scène internationale, les débats se multiplient. Aux États-Unis, certains responsables voient dans cette trajectoire un avertissement sur le recul de l'influence occidentale, d'autres y lisent l'écho de leur propre histoire d'indépendance. En Europe, la perte d'accès privilégié à certains leviers régionaux nourrit la méfiance. Pourtant, même parmi les critiques, on reconnaît que le Burkina Faso a tenté ce que peu de nations ont osé, reconstruire à partir de l'intérieur, avec ses propres moyens, tout en restant exposé aux regards et aux jugements extérieurs. À court terme, 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Dans une trajectoire de base, le Burkina Faso poursuit la consolidation de ses gains. La sécurité reste imparfaite, mais les 72% de territoire sous contrôle de l'État se stabilisent. Des villages supplémentaires sont récupérés à Nambi et dans d'autres régions, tandis que les infrastructures prioritaires, routes, puits, écoles, continuent d'être remises en service. Les tensions diplomatiques persistent mais restent gérables, permettant à l'économie d'absorber progressivement le choc de la réorientation. Dans un scénario optimiste, l'effet de démonstration se renforce. Les réformes économiques centrées sur la production locale portent plus vite que prévu, les coopératives liées au coton ou à la noix de cajou deviennent des pôles d'emploi solides et l'AES se structure en bloc régional plus cohérent. Les insurgés, affaiblis par la perte de sanctuaires, peinent à lancer des offensives d'ampleur. Dans ce cas, la stratégie défendue par Ibrahim Traoré serait perçue, y compris par des observateurs sceptiques, comme une expérience réussie de souveraineté assumée. Le scénario pessimiste, lui, repose sur une combinaison de pressions. Des sanctions économiques ou des restrictions ciblées pourraient aggraver
la pénurie de carburant, de nourriture et de matériel, tandis que les groupes armés profiteraient de la fatigue de la population pour relancer des attaques. À l'intérieur, la concentration de pouvoir pourrait alimenter des contestations, offrant un angle supplémentaire aux critiques étrangères. Pour analyser ces options, il peut être utile d'adopter une grille de lecture simple. Quelle part de la trajectoire dépend de décisions internes et quelle part dépend de contraintes imposées de l'extérieur? Le Burkina Faso ne contrôle ni les fluctuations des marchés mondiaux, ni les choix stratégiques des grandes puissances. En revanche, il contrôle la manière dont il organise son territoire, forme ses jeunes et structure son économie. C'est dans cette zone de maîtrise relative que se joueront, en grande partie, les 12 prochains mois. Au-delà des cartes et des pourcentages, ce récit touche différents publics de manière distincte. Pour les citoyens burkinabés, il renvoie à des décisions quotidiennes. Retourner ou non dans un village encore marqué par les combats, rouvrir un commerce malgré l'incertitude, accepter de confier un fils ou une fille à un programme de VDP. La politique n'est pas abstraite, elle se mesure en risques pris et en espoirs réinvestis. Pour les Africains d'autres pays du Sahel, l'expérience burkinabé agit comme un miroir. Voir un État enclavé, longtemps décrit comme fragile, reprendre l'initiative et construire une alliance régionale interroge les habitudes de dépendance. Certains y voient une source d'inspiration, d'autres une aventure risquée qui pourrait attirer des réactions hostiles. Mais dans les conversations, l'idée d'une Afrique qui construit pour elle-même gagne du terrain. Pour un public international plus large, y compris ceux qui ne connaissaient le pays que par des brèves de Burkina Faso News, cette histoire sur reportage oblige à reconsidérer certaines évidences. Que signifie la liberté pour une petite nation prise entre insurgés, partenaires militaires et conditionnalités économiques? Jusqu'où un État peut-il aller pour affirmer sa souveraineté sans compromettre les droits de ses citoyens? Derrière le nom d'Ibrahim Traoré, souvent recherché sous la forme Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Orara Ibrahim Traoré Interview, se dessine un débat plus large, celui du droit, pour des peuples longtemps soumis à des influences extérieures, d'expérimenter leur propre chemin avec leurs réussites et leurs erreurs. Face aux défis encore ouverts, plusieurs axes de travail se dégagent. Le premier concerne la sécurité durable. La doctrine qui combine force locale, unité nationale et surveillance par drone doit rester capable de s'adapter à des ennemis mouvants. Cela implique, pour l'équipe d'Ibrahim Traoré, de continuer à former des unités d'intervention rapide capables d'agir autant en soutien humanitaire qu'en réponse militaire, afin d'éviter que chaque victoire ne soit suivie d'un vide administratif. Le deuxième axe touche à l'économie. Les efforts pour renforcer la production locale, agriculture, mines, fabrication, gagneraient à être accompagnés d'une meilleure gestion des ressources et de mécanismes de transparence visibles pour la population. Le pari de arrêter de vendre l'or pour acheter le pain repose sur la capacité du pays à créer des chaînes de valeur internes, même modestes, qui montrent rapidement leurs effets sur l'emploi et le pouvoir d'achat. Le troisième axe concerne la cohésion sociale. La renaissance des villages détruits passe par l'intégration des déplacés, la réhabilitation des écoles et des services de base, et la reconnaissance des sacrifices consentis par les soldats, les VDP et les civils. Lier ces dimensions dans un récit commun où chacun trouve sa place peut renforcer la légitimité du projet. Enfin, sur le plan extérieur, une communication claire sera nécessaire pour expliquer cette trajectoire à des partenaires parfois méfiants. Sans renier la souveraineté revendiquée, l'enjeu est de montrer que le Burkina Faso cherche des partenariats fondés sur le respect mutuel plutôt que des tutelles déguisées. Revenir à Tenko, à Nakami, à Nambi, c'est retrouver les lieux où tout a semblé basculer. Là où la chaleur écrasante, la poussière et le silence des champs abandonnés
semblait annoncer la fin d'un pays, on entend aujourd'hui des rires d'enfants, des moteurs de camions, des voix qui négocient sur les marchés. La transformation est loin d'être achevée, mais elle est tangible. Au centre de ces images, la figure d'Ibrahim Traoré demeure, non pas comme un personnage infaillible, mais comme le visage d'une tentative collective pour reprendre la main sur le destin national. Pour certains, il restera un chef militaire controversé. Pour d'autres, le symbole d'un refus de se soumettre à des schémas jugés destructeurs. Entre ces lectures, la réalité continue de se construire, jour après jour, dans la boue des camps, les salles de classe rouvertes et les réunions de village. Ce qui se joue ici dépasse un seul nom, mais le trajet d'Ibrahim Traoré aide à comprendre ce moment. Un pays blessé qui choisit de ne pas mourir en silence, même au prix de décisions difficiles et de tensions durables. Pour ceux qui suivent cette histoire à distance, elle peut sembler lointaine, enfermée dans un coin de carte rarement cité hors des bulletins de Burkina Faso News. Pourtant, les questions qu'elle soulève sont universelles. Qui a le droit de décider de la sécurité d'un territoire? Jusqu'où un peuple peut-il aller pour reprendre sa souveraineté? Et quel prix accepte-t-il de payer pour ne plus dépendre des choix d'autrui? Regarder ce qui se passe au Burkina Faso, c'est aussi interroger sa propre relation à la liberté et à l'autodétermination. On peut ne pas partager toutes les méthodes, on peut craindre certaines dérives, mais il est difficile d'ignorer la force d'un projet qui assume ses risques à visage découvert. La prochaine fois que tu tomberas sur les mots Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Ibrahim Traoré Interview, tu pourras peut-être y voir autre chose qu'un titre. L'écho d'un pays qui, au cœur du Sahel, tente de redéfinir ce que signifie se tenir debout.